Donc, on va commencer pour la dernière partie de cette matinée, donc très riche en informations. Donc, moi, je m'appelle Aline Mouchon et je suis professeure au département des relations industrielles ici à l'Université Laval. Donc, je vous invite à prendre part à cette table ronde qui va porter donc, sur travailleurs temporaires et santé, réalité de terrain, défis et initiatives. Donc, on l'a vu depuis ce matin avec les différentes interventions, que le recours, en fait, l'accès et l'accessibilité, donc, et l'admissibilité, pardon, aux soins de santé varie grandement selon les statuts, selon les conditions aussi d'emploi et de travail donc des travailleurs temporaires. Et toutes les difficultés aussi qu'on a pu observer dans les différents résultats qui ont été présentés ce matin, notamment par Véronique, sur tout ça varie beaucoup d'un employeur à l'autre et de travailleurs selon divers critères. Cette difficulté à naviguer au cœur du système de santé est particulièrement complexe et à exercer aussi leurs droits à travers ce système de santé. Donc, nous avons réuni plusieurs intervenants ici autour de cette table ronde et rectangulaire. Donc, chacun va pouvoir intervenir sur les différentes questions qui ont été posées, et notamment, donc, quelles sont les barrières à l'accès aux soins des migrants temporaires? En quoi cela varie selon le type de visa détenu, le lieu de résidence, le type de travail? Quelles initiatives sont mises en place par le réseau de la santé et les organismes desservant les migrants et migrantes pour répondre à leurs besoins variés en matière d'accès à la santé? Quels défis rencontrent les organismes desservant les migrants et migrantes et le réseau de la santé en matière d'offres de soins à cette patientèle, pardon, je vais y arriver. Quelle est l'expérience de travail aussi des migrants et migrantes temporaires dans le réseau même de la santé? Donc, je vais tout d'abord passer la parole à Jean-Marc Tanguay, chef de service de la clinique santé des réfugiés au CIUS de la capitale nationale. Donc, chacun des intervenants et intervenantes aura 10 minutes là, pour s'exprimer à partir de ces différentes questions et ensuite, on aura bien sûr une période de questions. Bonjour tout le monde. Donc, Jean-Marc Tanguay, chef de service de la clinique santé des réfugiés de la capitale nationale. Je dis anciennement car depuis décembre 2022, j'occupe des nouvelles fonctions. On m'a surtout demandé aujourd'hui de venir vous parler par rapport à mon vécu à la clinique santé des réfugiés entre 2020 et 2022, période teintée par le contexte pandémique qui a été mentionné un petit peu plus tôt. Clinique santé des réfugiés, travailleurs temporaires, quel est le lien? Moi, je rentre un peu plus dans le volet initiative ici, parce que dans le fond, vous comprendrez que pendant la période pandémique, les frontières elles étaient bien fermées. Clinique santé des réfugiés au Québec, on a un réseau de 14 cliniques dans 14 régions administratives différentes qui accueillent avec la collaboration des partenaires communautaires identifiés par le MIFI. Donc, du côté de la région de Québec, on parle du centre multiethnique, bien sûr. Et donc, dans ce contexte-là, l'ensemble des frontières étant fermées, il a fallu se réinventer du côté de la clinique santé des réfugiés. Dans les 14 régions administratives, il y en a 13 qui ont délesté leurs activités parce que toutes les activités étaient rendues dirigées vers la pandémie. À ce moment-là, nous, du côté de la capitale nationale, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié quels étaient les besoins en lien avec l'approche interculturelle et la clientèle qui était en présence. Le premier élément qu'on a mis en place, c'était d'identifier haut et fort que la clientèle en contexte migratoire récent faisait partie des clientèles vulnérables qui devaient être identifiées et priorisées pour les interventions et l'accompagnement en lien avec la pandémie. Pourquoi qu'on dit ça? Globalement, puis je m'excuse, je vais peut-être me perdre un peu dans mes idées, là. Retournons un peu en arrière quand, à 13h30, à tous les jours de la semaine, le premier ministre passait à la télévision et tout le monde, on regardait ça de façon religieuse pour savoir ce qui allait se passer. On comprendra que la majorité de la population francophone branchée à la télévision qui écoutait avait accès à l'information très rapidement. Maintenant, les clientèles de qui on parle, est-ce que c'est des gens qui avaient accès à cette télévision-là, à cette langue-là et à ce concept-là de conférence de presse? Aucunement. Donc, nous, de notre côté, il y a eu plusieurs interventions qu'on a faites, mais vous dire un petit peu
vous parler que comment on a voulu adapter, on a voulu vraiment s'assurer que les services allaient être accessibles et qu'on allait pouvoir soutenir la clientèle vulnérable dans ce contexte-là. Les mandats des cliniques santé des réfugiés à travers le Québec, c'est principalement 2 éléments. Offrir une analyse et une évaluation de santé physique et bien-être psychosocial dans une période de 30-90 jours de l'arrivée pour vraiment s'assurer qu'on tient compte de l'ensemble des besoins qui pourraient être déjà en présence chez les nouveaux arrivants réfugiés qui viennent s'installer au Canada de façon permanente. Le deuxième mandat est d'agir vraiment à titre de porte d'entrée dans les réseaux santé, dans le réseau santé et services sociaux pour vraiment, en fonction des besoins identifiés, comment on va être capable de faire les accompagnements nécessaires. On a une approche capitale nationale où on a une équipe à la Clinique santé des réfugiés d'à peu près une quinzaine d'intervenants. Est-ce que ces 15 intervenants-là vont répondre à long terme à l'ensemble des besoins de la clientèle immigrante qui est dans la région? Absolument pas. Donc, on a aussi un rôle pour soutenir l'ensemble des directions programmes clientèle qui accompagnent les clientèles immigrantes dans le réseau santé et services sociaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on n'est pas une équipe pour arriver à ghettoiser la clientèle et la rendre prisonnière d'une équipe de 15 intervenants, alors on a plusieurs milliers et milliers de personnes et qu'on va avec un taux de population immigrante qui est en augmentation, Dieu merci, pour notre région et pour l'ensemble de notre société. Maintenant que j'ai dit ça, mandat de la CSR, période pandémique, comment on a voulu adapter? On a mis en place ce qu'on a appelé le mandat élargi de la Clinique santé des réfugiés. En identifiant la clientèle migrante comme étant vulnérable, on parle de clientèle migrante arrivée, les réfugiés arrivés dans les 2 années précédentes, les demandeurs d'asile et autres migrants à statut précaire, on s'est donc dédouané d'aller modifier nos interventions pour aller excusez-moi l'anglicisme, mais pour aller en outreach, en approche vraiment dirigée vers la communauté, pour rejoindre l'ensemble de nos réfugiés qui est arrivé dans les 2 dernières années et ensuite s'arrimer avec nos partenaires communautaires et nos partenaires du réseau public pour s'identifier comme un point d'entrée, un point de contact pour accompagner les familles vers les services dans les services de santé, préciser les modalités d'accès à l'interprétariat pour les partenaires du réseau, également clarifier les trajectoires d'accès COVID. Rappelons-nous, c'était quoi l'accès au centre de dépistage, prendre un rendez-vous à travers la plateforme Clic Santé. Il y en a qui ont des bons souvenirs, il y en a qui en ont des moins bons. Mais à partir de là, de voir comment on pouvait vraiment adapter et faciliter le tout. Et notre dernier point était de voir comment on pouvait offrir une offre ponctuelle pour un service, un besoin ponctuel. Là, je vais utiliser le mot pressant, mais non urgent. Pourquoi je dis ça? Un besoin urgent, il faut être dirigé vers un service d'urgence. Mais un besoin, j'ai besoin de consulter par rapport à une problématique d'oreille, une condition qui n'est pas urgente, mais qui nécessite un rendez-vous. La Clinique santé des réfugiés, on s'est offert pour être un point de contact et faire des visites ponctuelles, comme des rencontres ponctuelles, comme je le mentionnais, pour des gens allophones qui ont un statut tel que je les ai mentionnés et qui étaient vraiment orphelins de service. On ne voulait pas se substituer aux gens qui avaient déjà des offres de service en présence, mais on voulait vraiment accompagner. Donc, ça a été notre initiative. Cette initiative-là, je vous dirais, elle a été reconnue par le réseau public en 2021. On a eu le prix volet humain du star du réseau Desjardins. Donc, ça a été quelque chose qui a été vraiment, on était content d'être reconnu pour cet élément-là parce que c'était une innovation dans un contexte particulier pour favoriser l'accessibilité aux services à une clientèle vulnérable. Ça n'a pas été sans anicroche et il a fallu beaucoup repréciser les rôles et les mandats parce qu'à partir du moment où les gens recevaient des clientèles immigrantes, ne sachant pas nécessairement toujours comment intervenir et comment agir, les gens avaient le mot facile de dire « appelez la Clinique des réfugiés, ils vont vous prendre, ils vont s'occuper de vous autres ». Vous comprendrez qu'on avait des critères, quand on dit critères inclusifs, on dit aussi critères exclusifs, malheureusement, mais on était en termes de capacité, parce que c'est pas vrai que dans un contexte où toutes les ressources allaient à la pandémie, on allait être en mesure d'avoir une majorité de ressources qui avaient du soutien administratif, du soutien financier qui allait être injecté dans nos services. Donc, ça a vraiment été un volet d'innovation de faire à même nos ressources comment on pouvait travailler dans un contexte qui était plus que particulier. Ça m'amène un peu aux barrières d'accessibilité. J'ai pas vu l'ensemble des présentations qui avaient lieu avant l'activité de la table ronde, mais quand on parle de barrières d'accessibilité, nous, on les a observées sur le terrain, principalement dans 3 catégories. Au niveau des communications, j'ai mentionné un petit peu plus tôt les communications qui étaient faites, les communications de masse à grande échelle. Souvent, quand on fait affaire avec des clientèles allophones en contexte migratoire, il y a des communications de masse de grande échelle qui sont faites pour 80% de la population. Mais nous, on fait partie du 20% du 20%. Donc, à partir de là, on se dit que c'est beaucoup plus complexe à rejoindre, d'où le fait de devoir traduire la documentation. Traduire ne veut pas dire que le niveau de littératie pour l'accessibilité à l'information est le même.
ne tient pas compte des communautés de tradition orale et non de tradition écrite. Donc, beaucoup d'éléments à ajuster, mais vous comprenez qu'en contexte de pandémie, on a fait beaucoup d'éducation sur ces éléments-là envers, oui, la population, mais envers notre réseau de services également. Le réseau de la santé a été reconnu comme étant difficile d'accès pendant le temps de pandémie. Pour certains, c'est encore difficile d'accès. Et je ne viendrai pas vous dire qu'aujourd'hui, que tout est réglé, loin de là. J'ai été la personne depuis les 3 dernières années que chaque fois qu'il y a une problématique d'accès, une problématique de facturation, je ne sais pas pourquoi mon nom circule et tout le monde s'adresse de mon côté pour voir qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là particulière. Le nombre de situations particulières nous fait dire qu'il y a vraiment des enjeux dans les barrières administratives, des barrières culturelles, parce que nos services se doivent d'être adaptés. Quand je parle d'être adapté, c'est de prendre une approche adaptée culturellement, d'être capable de, comme réseau, de se décentrer de nos besoins pour être capable de regarder les besoins de l'usager, du patient qu'on a devant nous, d'être capable de voir quel est son parcours migratoire, quel est son concept des soins de santé et des services sociaux, pour être capable de bien s'adapter puis de faciliter son installation, son intégration de façon long terme dans la région. Au niveau des barrières, j'ai mentionné communication, j'ai parlé barrières culturelles. Barrières culturelles, là, je vais ajouter un autre élément où est-ce que dans notre réseau, on a beaucoup d'éducation à faire sur l'aspect de comprendre qu'un rendez-vous de 15 minutes pour quelqu'un qui arrive, qui n'a pas le même concept du temps. L'exemple que je donne souvent, moi, c'est qu'un rendez-vous en Occident, c'est assez simple, hein, c'est 2 aiguilles sur une horloge. Un rendez-vous dans une société plus traditionnelle, centrafricaine, on va parler davantage, puis Natacha pourra me corriger, mais on va parler davantage d'une plage horaire. Vous comprendrez que quand tous nos rendez-vous sont planifiés aux 12 minutes près, on n'est pas très adapté culturellement. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'enjeux, puis de voir comment on peut développer et déployer de nouvelles stratégies pour s'adapter. C'est pour ça que, quand je mentionnais que j'étais davantage dans le volet initiative, c'est que c'est un de nos défis au niveau du réseau de santé et services sociaux de s'adapter à la nouvelle réalité. Et ça, je n'ai pas encore parlé des barrières administratives en fonction des enjeux d'accès RAMQ, des couvertures d'assurance et des statuts migratoires qui, à chaque fois, vont venir influencer comment va se réaliser l'accès aux services. Le virus de la COVID, il se fout éperdument du statut migratoire de la personne. Pas juste celui de la COVID, je vais vous annoncer aujourd'hui que tous les virus se foutent éperdument du statut migratoire de la personne. Quand on a une demande de service, on se doit de regarder les besoins en présence et voir comment on est capable d'y répondre. Le mot que je souhaite vraiment adresser, puis probablement que j'arrive à la limite de mon temps, je suis désolé si je l'ai déjà passé, je pense que c'est important de regarder sur comment est-ce que vous êtes capable d'accompagner à travers ces barrières-là. Ça a été mentionné, vous avez plusieurs organismes qui sont dans l'accompagnement. Il y en a des barrières, vous allez tomber sur des intervenants qui vont être qui vont être rigides des fois sur leur façon de faire, mais vous allez trouver énormément d'intervenants dans notre réseau qui sont ouverts et prêts à accompagner. Et nous, on disait tout le temps à la clinique qu'on se fait des nouveaux meilleurs amis à chaque jour. Pourquoi? Parce que ça prend plusieurs personnes pour réaliser cet accompagnement-là, cette intégration-là, dans le réseau de santé, mais aussi dans l'ensemble des éléments qui sont nécessaires à l'intégration. Est-ce que j'ai répondu à quelques questions ensemble de tout? Peut-être pas à tout, mais on aura la période de questions de toute façon et d'échanges pour pouvoir ajouter par la suite. Donc, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et je passerai donc maintenant la parole à Judith Riopel, coordonnatrice en immigration au Carrefour Emploi Binière. Judith, la parole est à toi pour nous. Merci. Vous m'arrêterez. Oui. Bonjour, très contente d'être avec vous. En fait, je suis Riopel au Carrefour Emploi Binière. Juste peut-être, est-ce que je peux prendre 30 secondes pour expliquer qui on est? Oui, parfait. Donc, on est un organisme à la base en employabilité. Par contre, on fait de l'accueil et de l'intégration auprès des personnes migrantes depuis maintenant 2004. Donc, ça fait quand même près d'une vingtaine d'années qu'on est sur le terrain. On a eu des moins bonnes années avec des ressources, une ressource à temps partiel, je parlais de ça tantôt. J'étais toute seule en immigration pendant à peu près 4 ans quand ils ont coupé toutes les directions régionales en immigration. Il y a eu un grand virement en 2019 avec les nouvelles ententes où est-ce que finalement les travailleurs étrangers temporaires pouvaient être desservis par nos organisations. Ce que ça a créé, c'est qu'on est passé d'entente à peu près en passant le Binière, pour les gens qui savent pas, on est sur la rive sud de Québec, en s'en allant vers Montréal, Saint-Apollinaire jusqu'à Val-Alain sur la 20.
Donc, ça, c'est notre territoire. 18 municipalités, environ 34 000 habitants. Donc, on s'entend qu'on est un petit territoire, mais on a l'accessibilité de la ville, ce qui est quand même intéressant. Ce que je veux dire, c'est qu'en 2019, le ministère a finalement mis les travailleurs étrangers temporaires pour nos organisations. On passait de 10-15 personnes migrantes qu'on accompagnait par année à 80, 90. Et présentement, l'année dernière, c'est 311 personnes qui ont passé nos portes, que ce soit dans l'accompagnement personnalisé ou même en accueil au niveau de l'installation. C'est 150 nouvelles personnes qui sont arrivées sur notre territoire que nous avons desservies. On ne dessert pas la clientèle saisonnière agricole. Ça ne fait pas partie de nos services. Fait que je vais quand même faire un portrait pour que vous compreniez un peu notre situation. On est un grand territoire, donc l'enjeu de transport pour nous est vraiment important. Quand on parle de services de santé, oui, on a un CLSC à l'arrestation. Oui, on a des cliniques de santé, mais on n'a pas d'hôpitaux sur le territoire. Donc, ça, c'est un enjeu important pour notre clientèle quand on parle de transport. Monsieur Tanguay parlait d'accessibilité au niveau de la langue. Bien, dans nos travailleurs, je vous dirais que 60 à 70 sont soit hispanophones. Les conjointes de nos personnes qui viennent du Maghreb parlent très peu français aussi. Donc, on a vraiment une clientèle qui ne parle pas français, ce qui amène un défi supplémentaire dans l'accompagnement. Ce qu'on a fait pour essayer de pallier à ça, c'est certain que tantôt, il y a quelqu'un qui parlait d'entreprise qui accompagnait un travailleur, même dans le rendez-vous médical. C'est sûr que nous, c'est là qu'on a nos limites. Oui, on peut faire un accompagnement, on va les amener à leur rendez-vous, mais c'est certain qu'au niveau privé, au niveau de la vie privée de l'individu, on commençait à trouver ça quand même pas évident. Donc, il y a comme vraiment un défi à ce niveau-là quand on parle d'accompagnement soutenu. On va être là dans les transports, on va prendre les rendez-vous avec ces gens-là. On a une équipe de bénévoles qui est disponible pour faire un accompagnement, mais on ne peut pas imposer à des bénévoles de faire un accompagnement lors de rendez-vous. Donc, d'avoir accès à de la traduction dans notre système, c'est primordial, je crois, puis que oui, il y a un numéro de téléphone que par exemple, dans les hôpitaux, au niveau public, ils ont accès pour avoir de la traduction. Mais quand on parle de rendez-vous d'urgence ou de sans rendez-vous, c'est très difficile d'y avoir accès. Donc, ça, ce sont des enjeux qui sont pour nous vraiment importants, sur lesquels, malheureusement, on n'a pas beaucoup de pouvoir, nous, en tant qu'organisme. Par contre, puis là, je vais parler des initiatives où est-ce qu'on est impliqué au niveau de l'organisation, au niveau du Carrefour. Depuis cette année, je pense que d'autres organismes du territoire ont accès à des intervenants communautaires interculturels par le ministère de l'Immigration. Je pense que ces nouvelles ressources-là, en santé, entre autres, parce qu'il y en a aussi en éducation ou en petite enfance, viennent donner un coup de main parce que dans leur mandat, il y a de créer des partenariats avec le système de santé, de créer des liens avec nos instances locales. Donc, on est en train de travailler sur le terrain avec notre CLSC directement. Cette semaine, comme hier, avant-hier, j'avais une rencontre avec les chefs d'équipe des programmes. Donc, on s'est assis, on a parlé des situations. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les enjeux? Oui, il y a le gap pour le guichet d'accès. Voilà. Médecin oui, clientèle orpheline, mais pour prendre vraiment des rendez-vous, là, il y a comme un gap là, chez nous. Mais tu sais, c'est 45 minutes au téléphone. Il faut que la personne migrante soit avec nous pour prendre le rendez-vous. Donc, si la personne ne parle pas français, ben, il faut quand même être là. Donc, il y a quand même des outils qui sont tranquillement mis en place, mais il y a encore des limites qui existent à ce niveau-là. Au niveau du plus qu'on parle de la base, on parle du CLSC, on parle de première ligne. Le ministère de l'Immigration a fait appel à notre territoire de Lotbinière pour un projet pilote au niveau de la régionalisation. Ce projet-là, il y a 4 projets pilotes comme celui-là au Québec. C'est vraiment dans un objectif de enlever les enjeux rencontrés par les personnes migrantes dans toute leur sphère, mais vraiment de travailler au niveau des ministères. Donc, d'avoir des rencontres interministérielles pour essayer de trouver des solutions. Donc, on a débuté ce projet-là avec le ministère. Nous, on est vraiment comme experts terrain. L'entente est vraiment avec notre territoire, avec la MRC de Lotbinière. On est l'expert terrain, donc on est vraiment là comme consultatif, mais c'est vraiment de travailler à un autre niveau, de tenter de trouver comment on peut
en haut, par en haut, amener des outils qui vont être différents. C'est quoi les enjeux, puis comment on peut les transformer. C'est quand même des initiatives qui se produisent présentement dans les deux sens. On souhaite vraiment que ça puisse faire des changements importants. Tantôt, il y a quelqu'un qui parlait d'assurance privée. C'est vous, hein? Sur notre territoire, la majorité de notre clientèle sont des travailleurs étrangers temporaires au niveau manufacturier. Et on réussit à avoir des contacts avec ces gens-là avant qu'ils arrivent sur le territoire. Et une des informations qu'on leur dit, puis qu'on mentionne aussi, puis l'entreprise a un rôle à jouer, doivent avoir une assurance privée le 3 premiers mois pour le temps de carence au niveau de la RAMQ. Donc, on fait quand même ce travail-là en amont. On le fait avec l'entreprise aussi. Donc, quand les travailleurs arrivent ici, ne se retrouvent pas sans assurance. C'est vraiment comme une des premières choses qu'on leur dit avant qu'ils arrivent. Donc, si ça peut permettre de pallier à des situations, justement, qui se retrouvent à devoir utiliser nos systèmes de santé sans assurance, bien, au moins, on a ce palier-là. Là, je regarde mes notes, juste essayer de voir est-ce que j'ai vu des choses. Ça, je vais me parler. C'est certain, nous, on l'a vécu, là, comme je vous dis, en l'espace de quelques années, on a vu notre clientèle augmenter. Donc, ce qui amène une pression, oui, sur notre organisation, mais sur l'ensemble de nos systèmes là, local et partout au Québec. Puis présentement, ce qu'on veut essayer de faire, c'est aussi de s'outiller dans l'approche auprès de la clientèle, comment ils vivent le système de santé. Donc, on a fait un sondage auprès de notre clientèle immigrante sur l'utilisation du système de santé. On l'a envoyé, c'est récent, c'est cette semaine, fait qu'on va faire des relances. J'ai hâte de voir les résultats de ces interrogations-là pour voir, bien, est-ce qu'ils ont vécu des réussites? Parce que oui, on parle de défis, mais peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées, qui se sont bien passées, qu'on n'est pas au courant. Parce que souvent, quand ils retentissent chez nous, c'est parce qu'ils ont des difficultés. Donc, on veut vraiment avoir les deux côtés de la médaille, à savoir est-ce qu'ils ont vécu des moments positifs avec notre système de santé. Alors, peut-être qu'une prochaine fois, je pourrais vous donner ces informations-là. C'est vraiment très récent. Mais on travaille fort. On a l'avantage d'être dans un petit milieu. On a l'avantage de pouvoir être proche de nos partenaires. Puis je pense qu'à moyen long terme, on va pouvoir trouver des solutions et de savoir que le ministère organise des projets pilotes un peu partout au Québec pour justement essayer de pallier aux enjeux, aux défis des personnes immigrantes de nos territoires. Je pense qu'on va quand même réussir à trouver des solutions à moyen court terme. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Judith. Je passerai maintenant la parole à deux intervenants donc, en immigration temporaire du Centre multiethnique de Québec, donc Alissa Aubin et Marc-Antoine Barret. Donc, enchantée, moi, c'est Alissa. Je suis intervenante en immigration temporaire, comme on l'a mentionné. Je suis avec mon collègue Marc-Antoine. C'est ça, je commençais moi aussi à expliquer un peu c'est quoi la mission du centre. En fait, on est un organisme mandaté principalement par le ministère de l'Immigration du Québec. On est une 50 équipes. On a plusieurs équipes de travail. Nous, on fait partie de l'équipe qui est dédiée à l'accueil et l'installation des immigrants économiques. Donc, on a des collègues qui travaillent avec les résidents permanents, qui sont des travailleurs qualifiés, personnes parrainées. Puis, moi, Marc-Antoine, on travaille avec les travailleurs temporaires, travailleuses temporaires, les étudiants internationaux aussi, donc ceux qui ont des permis d'études, et depuis tout récemment, les demandeurs d'asile reconnus qui ont passé devant l'audience. Donc, les travailleurs, donc, si je me mets un focus un petit peu plus là-dessus, c'est sûr que nous, les usagers qu'on rencontre, c'est très varié selon le type de permis qu'ils ont. Donc, on va rencontrer autant des gens qui ont des permis de travail fermés, permis de travail ouvert, donc c'est ça dans le cadre de PMI, PTET, les jeunes pros, permis post-diplôme, le permis de vacances-travail, les conjoints des travailleurs aussi, ou les conjoints des étudiants qui ont des permis de travail ouverts. Depuis tout récemment aussi, il y a le programme PMI+, qui est un permis de travail ouvert pour ceux qui attendent, qui sont en attente de la résidence permanente. Puis, depuis à peu près 1 an aussi, les ressortissants ukrainiens qui ont des permis de travail ouverts pour environ, en majorité, 3 ans.
Les secteurs d'activité, ça ressemble un peu à un peu, c'est encore varié. Là, je dirais que ça ressemble à. Ben, il y en a beaucoup dans les manufactures, donc beaucoup de soudeurs, entre autres. De plus en plus dans le secteur de la restauration aussi, cuisiniers. On a aussi beaucoup de travailleurs dans le secteur de la technologie de l'information, des programmeurs, analystes, etc. Je pense que ça fait le tour. Fait que, ça pour dire que l'accès à la RAMQ, l'accès au système de santé est vraiment différent pour chaque type de permis, parce qu'ils n'ont pas l'admissibilité dépend beaucoup du type de permis, là, comme mes collègues l'ont dit. C'est sûr que moi, j'ai étudié les défis comme principaux, notamment par rapport à la compréhension du système de santé. Des fois, c'est pas toujours simple de comprendre, même pour nous, le système de santé, les différentes ressources au quotidien, les distinctions entre elles aussi. Le 811, 911, 211 aussi, les cliniques sans rendez-vous. Là, je dis sans rendez-vous en guillemets. C'est pas si drôle d'expliquer ça à les gens. Les CLSC, urgences d'hôpitaux, l'accès au médecin de famille aussi, puis les différents services psychosociaux. On a remarqué aussi qu'il y avait beaucoup d'incompréhension par rapport aux différents types d'assurances. Il y a la RAMQ, il y a l'assurance voyage au tourisme pendant le délai de carence, l'assurance collective au travail, s'il y en a, l'assurance médicaments, puis tout ce qui est aux soins dentaires, optométrie aussi. Des fois, c'est pas facile de différencier l'un et l'autre. Puis là, je ne parle pas juste pour ceux qui sont allophones, mais ceux qui sont francophones. Des fois, il y a autant de la mécompréhension, de connaissances système dans les deux catégories. J'ajouterais aussi par rapport aux Ukrainiens, étant donné que c'est un petit peu plus nouveau, des fois, c'est difficile pour eux de différencier, comment dire, en fait, il y a une exigence d'un examen médical qui sont à faire dans les premiers 80 jours quand ils arrivent. Parfois, les gens confondent l'examen médical par un médecin désigné par IRCC versus l'examen médical en général, général. Fait qu'il y a beaucoup de mécompréhension puis de méconnaissance du système de santé. Il n'y a pas vraiment personne désignée à expliquer c'est qui. Nous, on le fait de notre monde aussi. Mais ce n'est pas systématique là, que les gens vont connaître le système de santé. C'est autant dans les deux sens aussi, j'ai remarqué dans le sens où les personnes vont mécomprendre le système de santé, mais les travailleurs dans le système de la santé aussi, des fois, ne vont pas connaître les différents statuts, les différents permis. Fait que des fois, c'est difficile qu'un comprenne l'autre et vice-versa à cause de ça. Ensuite de ça, par rapport à l'accès au système de santé, bien évidemment, la langue, je n'ai pas besoin d'en dire plus là-dessus, je pense. Mais il y a aussi des fois des difficultés d'accès à la bande d'interprètes du CIUS. Ici, par exemple, on parle en dehors du système de santé, ben, c'est aussi très difficile pour les personnes qui ne parlent pas français d'avoir accès, même s'il n'y a pas de banque, par exemple, et c'est en dehors du réseau. C'est juste inexistant, mais ils n'auront pas d'aide nécessairement pour ça. Ensuite de ça, bien évidemment, la barrière bureaucratique des délais d'attente, notamment par rapport au manque de main-d'œuvre. C'est souvent quand j'apprends aux gens que ça va leur prendre 3-4 ans avoir un médecin de famille, ils font le saut, là, je dirais. Fait que c'est ça, souvent, c'est comme c'est de comprendre comment ils vont pouvoir avoir accès sans médecin de famille, leur expliquer ça aussi. Par rapport aussi au renouvellement des permis, ça c'est très problématique aussi dans le sens où quand par exemple un permis va expirer, bien, la carte expire avec. Si une demande de renouvellement de permis a été envoyée, qui est en délai de traitement, l'accès à la RAMQ au système de santé ou l'accès à la carte en fait est très difficile à cause de ça. Là. Même les agents à la RAMQ, des fois, ils ne sont pas très sûrs, beaucoup d'incohérences, pour être bien honnête, là, au niveau de la RAMQ. Puis c'est ça, c'est pas renouvelable s'ils n'ont pas de preuve de traitement, que leur permis est encore en traitement, ou s'ils n'ont pas le nouveau permis tout court. Là, si tu veux prendre, comme vous l'avez dit tantôt, là, si tu veux prendre plusieurs mois à avoir, là, donc ça cause beaucoup de problèmes d'accessibilité au système. Récemment aussi, là, moi j'avais remarqué des cas d'enfants qui deviennent majeurs, étant donné la nouvelle loi de 2021
qui donnait l'accès, peu importe le statut des parents, à tous les enfants mineurs. Quand ils deviennent majeurs, j'ai pas beaucoup de cas encore, mais ça peut devenir problématique aussi. Il faut quand même qu'ils restent à la charge des parents. Un autre gros thème, c'est en fait les conjoints-conjointes, en fait, des étudiants par rapport aux accouchements, aux grossesses. Les conjoints des étudiants ne sont pas admissibles à la RAMQ s'ils ne viennent pas d'un pays qui a une entente avec le Québec. Donc, souvent, les parents doivent assumer tous les coûts financiers de soit les suivis de grossesse, les examens, l'accouchement. Ça peut coûter plusieurs milliers de dollars, comme vous devez le savoir. Donc, ça a fait beaucoup de problèmes financiers. Ensuite de ça, c'est sûr qu'au niveau aussi du système québécois, si on n'a pas un besoin, on n'a pas de service. Donc, ça, c'est pas tout le monde qui est au courant de ça, qui va être nécessairement à l'aise de donner un besoin pour avoir justement le service. Puis ensuite aussi, j'ai remarqué beaucoup de difficultés dans le suivi, comment dire. Si une personne avait, par exemple, accès à certains médicaments dans le pays d'origine, pays de provenance, c'est difficile d'avoir accès aux mêmes médicaments quand la personne va venir ici. Il faut avoir la prescription d'un médecin du Québec. Puis ensuite, moi, j'ai remarqué beaucoup, il y a un choc culturel, il y a beaucoup de difficultés d'adaptation au système québécois, les attentes versus la réalité. Des fois, il y a des gens qui pensaient qu'au Canada, bon, le système de santé est incroyable, on va avoir accès à tout très rapidement, mais souvent, il faut passer à certaines heures par rapport à ça. Les urgences aussi, notamment l'acteur médecin de famille, ça en fait partie. Donc, tout ça cause beaucoup de stress, d'anxiété. Des fois, il y a des changements soudains dans leur admissibilité. Aussi, du jour au lendemain, une personne peut être admissible, ne peut plus l'être du jour au lendemain. Donc, beaucoup va se priver des soins de santé. On en a parlé un peu aussi tantôt. Donc, les problèmes de santé augmentent, qui empirent. Et il y a beaucoup d'endettement, problèmes financiers, entre autres. Voilà, tu n'as pas acheté les choses. Ben, disons que c'est pas mal tout été couvert, mais en fait, je travaille depuis seulement quelques mois là, comme intervenant en migration temporaire, mais on parlait un peu de nuances tantôt. C'est sûr que, bon, évidemment, ceux qui font partie du PTET versus ceux qui font partie du PMI ont des profils souvent différents. Ceux qui font partie du PTET, comme le mentionnait Véronique tantôt, ben, c'est souvent des hommes qui maîtrisent moins bien le français, donc qui ont souvent une moins bonne compréhension du système de santé et de leur couverture en termes d'assurance. Au niveau du PMI, ben, c'est souvent des gens qui viennent de pays occidentaux, qui parlent français assez bien, ou très, très bien. Il y a une plus grande équité homme-femme, puis souvent, ben, les études prouvent ont démontré en fait dans le passé que les femmes immigrantes ont tendance à plus consulter que les hommes. Donc, ce qui fait qu'ils s'informent plus par rapport au système de santé, donc ils ont plus de facilité à ce niveau-là. Et aussi, ceux qui viennent de pays européens, ben, leur système de santé est plus souvent semblable au nôtre, ce qui fait en sorte qu'ils arrivent plus à se disons, démêler que des gens qui viennent de pays non occidentaux. Ensuite de ça, qu'est-ce que je peux ajouter? Ben, c'est sûr que ce que j'ai noté souvent aussi dans mes rencontres, c'est que les gens, au niveau de l'assurance santé privée, n'arrivent pas nécessairement à différencier l'assurance de santé privée, la couverture de base, en fait, offerte par la RAMQ versus, en fait, l'assurance de santé qui est offerte par un employeur. Les employeurs, souvent, ne sont pas nécessairement toujours au courant qu'ils ont la responsabilité d'avoir une assurance santé pour leurs travailleurs. Donc, des éléments comme ça qui ressortaient assez souvent là, dans mes rencontres. Donc, distinguer aussi l'assurance de santé privée complémentaire versus l'assurance de santé offerte par une compagnie comme la Croix-Bleue. Souvent, les gens ne font pas la distinction aussi par rapport à ça. En gros, c'est pas mal ça que j'ai noté en plus de ce que tu as déjà expliqué. Je dirais aussi qu'au niveau au niveau des horaires, souvent les gens ont un horaire atypique. Les gens aussi sont difficiles à rejoindre. Donc, ce qui fait en sorte que autant pour nous, les intervenants, on n'arrive
on a la misère finalement à avoir un rendez-vous avec eux, mais autant eux ont la misère à avoir un rendez-vous avec un médecin. Donc, difficulté à trouver une plage horaire. Souvent aussi, ils auraient des choses à nous transmettre, mais ils se sentent surveillés par leur employeur dans certains cas. Donc, ils doivent mettre un terme à un appel qu'on a avec eux, soit peu importe que ce soit par téléphone ou par Zoom. Donc, ils mettent un terme de manière prématurée à l'appel parce que, justement, ils se sentent surveillés par leur employeur qui pourrait entendre ce qu'ils disent. Donc, en gros, c'est pas mal ce que j'ai noté dans les premiers mois. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour vos interventions. Je passerai maintenant la parole à Amanda Niken, intervenante terrain, donc et communication au REPMAC. Intervenante, oui. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Amanda Niken. Alors, oui, je l'ai oublié, ça va descendre. Donc, voilà, je suis intervenante juridique pour le REPMAC, collègue de Hérault et de Michel. D'autres collègues ici en salle. En fait, aujourd'hui, je voulais compléter un peu, bonifier la perspective juridique des Guillaume et l'approche de la recherche. Oui, c'est ça. Ah, oui, ça va être parfait. Et l'approche. Vous entendez un peu? Allô? Oui. C'est pas du tout non mais c'est rapproché. Parfait. Oui, là, je suis. Donc voilà, je voulais un peu compléter l'exposé de Guillaume, donc la perspective juridique et l'approche de la recherche de Véro. Et par notre approche, l'approche en REPMAC, notre travail sur le terrain. Donc, je voulais un peu illustrer le type de dossier qu'on a au REPMAC à travers quelques exemples. Je voulais décrire un peu le contenu du groupe Condécert. Je pense que Roland a fait très bien le travail. Donc, c'est des travailleurs du secteur agricole et de la consommation alimentaire. Et entre 20 et 45 ans, et majoritairement des hommes, qui sont traversés par une pauvreté structurelle qui vivent dans leur pays d'origine. Et donc, des analphabètes fonctionnels, des hispanophones et des allophones, même dans leur pays. Et donc, voilà, je ne vais pas trop pousser dans ces sens-là, tu as déjà fait une très belle exposition. Et donc, pour les premiers cas, les premiers dossiers que j'ai choisis, c'est un travailleur mexicain qui est venu avec le programme de PTAS. C'était sa première saison ici au Canada. Et il a eu un accident de travail, une entorse à la cheville, la veille à son accident. Aussi, c'est quand même pertinent de mentionner que les travailleurs, il a eu sa lésion est survenue par le fait de son travail. Et donc, pendant qu'il était à son poste, et la veille, il s'est fait vacciner contre la COVID. Donc, quand il a eu son accident, il a informé son employeur, comme c'est prévu par la loi, de son accident. Et l'employeur, il a laissé connaître ça. Il ne voulait pas trop l'amener voir le médecin. À un moment donné, les travailleurs en question, ils ne pouvaient vraiment plus travailler dû à sa condition physique. Donc, à un moment donné, finalement, il accepte, il accompagne. Évidemment, c'était un représentant de l'employeur qui l'avait accompagné, qui assurait la traduction et symptômes. Donc, la traduction n'a pas été très fidèle. Et il a décidé même d'omettre certains symptômes. Donc, voilà, les médecins, ils arrivent à la conclusion que ce qu'il a, c'est des effets secondaires du vaccin. Donc, rien à voir avec son entorse à la cheville.
Et à un moment donné, bon, il a pris des médicaments, mais il devait continuer à la demande de l'employeur, il a continué à travailler. Et jusqu'au moment où il n'arrivait plus à bouger. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a dû quitter l'entreprise. Nous, on l'a pris en charge, on l'a accompagné, ça allait voir un médecin. C'est à ce moment-là qu'on a eu le bon diagnostic, puis on a fait la réclamation auprès de la CNSS. Donc, la réclamation a été refusée parce qu'il y a un grand écart entre l'événement accidentel et les bons diagnostics. Donc, il y a des délais qui s'ajoutent. Donc, demande de révision, on a fait la demande de révision de la décision, et ça a été refusé encore une deuxième fois, et on a entrepris tous les processus de contestation devant l'État. Donc, voilà, c'est moi, cette situation-là, qu'est-ce qui soulève comme problématique? Premièrement, la violation du principe de confidentialité des dossiers médicaux. Et il y a la question que l'employeur, dans cette situation-là, se place en conflit d'intérêt parce que, comme Guillaume il avait décrit tantôt, et ça augmente les cotisations pour l'employeur. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'employeur n'est pas du tout intéressé à faire des réclamations pour ces travailleurs. Donc, voilà. Ça, c'était le premier cas. Il y a sûrement des détails que j'oublie, mais on va en parler après. Et le deuxième cas, c'est un peu plus court. C'est les travailleurs qui s'est disloqué l'épaule quand il était en train de chercher les camions. Il travaillait dans la production de volailles. Et il a informé l'employeur, mais son supérieur immédiat, il avise l'employeur l'amène à une clinique privée. Et les médecins, c'était un très bon ami de l'employeur. Et il n'a pas rempli un formulaire CNSST, mais dans son rapport, il indique très bien qu'il ne s'agissait pas d'un accident de travail. Donc, voilà, on a fait la réclamation à la CNSST et ça a été également refusé. Pourquoi? Parce qu'il y a encore eu un gros écart entre l'événement accidentel et les bons diagnostics. C'est toujours, à chaque fois, ça nous arrive la même chose. Ça prend des mois avant que, premièrement, ils nous contactent. Des fois, je ne dirais pas à 90%, mais toujours, il y a un petit décalage entre la problématique que le travailleur vit, puis les moments où il décide de nous contacter. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut l'amener à l'hôpital, voir un médecin, puis il réussit à avoir son diagnostic. Donc, c'est toujours les problèmes de l'écart entre l'événement accidentel et le diagnostic relié à sa lesion professionnelle. Donc, ça, c'était le deuxième cas. Le troisième exemple que j'avais choisi, c'est moins connu pour nous. On a moins de dossiers comme ça, mais je trouve quand même intéressant. Tantôt, une de mes collègues ici avait parlé de la couverture de l'RMQ. Là, il y a le dossier de ce monsieur, il a développé un cancer en milieu de son contrat ici. Il s'agit d'un travailleur qui vient ici au Québec pour travailler avec le même employeur depuis 4 ans. Et ce travailleur-là, il développe une leucémie. Il doit arrêter de travailler pour prendre soin de lui. Donc, il doit arrêter de travailler. Il a accès aux prestations d'assurance emploi. Donc, 15 semaines de prestations. Et il continue son traitement. À un moment donné, mais là, les permis, il va expirer et sa couverture aussi.
Donc, c'est à ce moment-là où ils nous contactent. Voilà. Et donc, on a travaillé conjointement avec le bureau d'un public pour faire ce qui s'appelle une demande d'utilisation du pouvoir discrétionnaire du ministère pour étendre la couverture de la RMQ. Les délais de demande, des traitements de ces demandes-là, ça peut s'avérer entre 1 et 4 mois, à peu près. Donc, c'est à ce moment-là où le médecin, je parlais avec le médecin me dit, je vais suspendre, je ne vais pas commencer. C'était un traitement des cellules souches que je devais entamer. Et je ne vais pas commencer les traitements si je ne suis pas sûre qu'il va être ouvert. Parce que ça peut, si on doit l'arrêter, interrompre le traitement, ça va réduire plus de l'autre. C'est mon chez. Et donc, c'est à ce moment-là que ça y a eu tout un débat entre les médecins et le département des cellules souches, parce qu'il y a une question en dilémétique là, qui se pose. Et il a finalement, après beaucoup de conversations téléphoniques, et il a décidé finalement de procéder, de commencer le traitement, puis attendre qu'on ait la réponse de la part du ministère. Et finalement, on a obtenu récemment, il y a 2 semaines, on a obtenu sa carte. Et c'est qui va lui permettre de finaliser tout son traitement. Par contre, son statut migratoire, c'est à voir, parce que c'est toujours, il peut avoir accès aux soins, mais il faut quand même qu'il reste légal au Canada, qu'il puisse rester sur le territoire canadien. Donc, voilà, là, on envisage toutes les procédures avec une avocate qui va nous aider pour voir comment on peut changer sa situation migratoire. Voilà, ça c'était mes 3 exemples qui peuvent illustrer un peu le type de travail qu'on peut avoir, le type de dossier qu'on a. Sûrement, je suis oubliée ça. C'est la vie, je peux voilà. Alors, merci beaucoup pour cette intervention et je vais passer maintenant donc, la parole à Cholet-Rose Hippolyte, médecin clinicienne et professeure agrégée à la faculté de médecine de l'Université Laval. Alors, merci à vous tous, ça vous m'entendez bien? Oui. D'abord, dire que je ne suis pas du tout une experte en santé immigrante. Merci pour l'invitation. Donc, c'est toujours un privilège lorsqu'on nous donne un temps de parole. La maladie et les incapacités ne frappent pas du tout au hasard dans notre société, alors qu'on est souvent porté à le croire. Donc, la maladie, les incapacités, même la mort prématurée, en fait, guette certains d'entre nous plus que d'autres, même ici dans cette salle. Mais elle guette surtout donc les gens, davantage les gens qui sont vraiment situés au bas de l'échelle sociale. Et au bas de l'échelle sociale, en fait, on retrouve vraiment beaucoup de monde. Donc, on les côtoie, vous les connaissez. Donc, des personnes en situation de pauvreté, des personnes en situation d'itinérance, des personnes autochtones, des personnes qui ont une limitation fonctionnelle physique, intellectuelle, des personnes qui font partie d'une minorité visible, des personnes qui font partie d'une minorité linguistique, etc. Il y en a beaucoup. Et parmi ceux-ci, on retrouve évidemment les migrants. Les migrants temporaires, eux, ne sont pas en bas de l'échelle totale, en fait, ils sont sur une autre échelle. Une échelle où les droits sont différents, une échelle où les règles du jeu, dans le fond, se jouent autrement. Donc, en 2002, j'ai eu la chance, dans le cadre du volet santé du projet Partant, avec Caroline Paquet-Kitsi-Lorette-Ban aussi, qui est absent aujourd'hui. On a rencontré 13 préposés aux bénéficiaires, donc 13 personnes qui avaient travaillé comme préposés aux bénéficiaires depuis 2018, pendant au moins 2 mois, dans un CH, donc un centre hospitalier, un CHSLD, ou une résidence pour personnes aînées en ayant le statut de migrant temporaire.
Donc, la grosse majorité, 10 de ces 13 personnes-là étaient infirmiers ou infirmières dans leur pays. Bon, ils provenaient la moitié d'Amérique du Sud et latine, la moitié d'Afrique et une personne du Moyen-Orient. Ces personnes-là, en fait, avaient des histoires quand même différentes, mais elles avaient quand même des choses en commun que je vais vous partager aujourd'hui, mais avec prudence quand même, parce que l'analyse des données n'est pas encore complète. Donc, parmi les choses qu'elles avaient en commun, vous en doutez bien, c'est une trajectoire migratoire quand même difficile. Donc, parmi ceux qu'on a rencontrés, les 13, il y en avait 6 qui avaient un permis fermé. Ces 6 personnes, même si elles étaient vraiment reconnaissantes du fait que l'employeur avait fait toutes les démarches en immigration, complètement tout, toutes ces personnes ont perdu leur économie parce qu'ils ont tous immigré dans le contexte de COVID. Et ayant quitté leur emploi en pensant qu'elles allaient migrer bientôt, ben, finalement, elles ont fait face à des délais interminables. La même chose pour les étudiants. On avait 4 étudiants. On fait face à des délais majeurs pour obtenir leur permis d'études. On s'est rendu compte aussi que c'était une période très propice. Une avait fait face à une nouvelle identité. C'est une démarche d'immigration. Une autre avait fait face à l'escroquerie, en fait, où il y avait fait de l'argent. Les deux par des fausses entreprises, finalement, qui se disaient que c'était dans l'immigration. Une autre aussi avait proposé avec un permis fermé à qui on avait promis, elle était infirmière, de poursuivre ses études ici au Québec, pour travailler comme infirmière au Québec. Ben, elle s'est rendue compte à l'aéroport que finalement, avec son permis fermé, elle ne pourrait jamais étudier. Cette personne-là s'est sentie complètement flouée. Parmi les choses en commun, ben, il y a les conditions d'emploi, évidemment, des conditions d'emploi qui sont difficiles. Donc, et pour les permis fermés comme pour les permis ouverts. Donc, pour ceux qui ont les permis fermés, bien qu'ils étaient contents, ils disaient qu'ils avaient des avantages sociaux parce qu'ils avaient un congé dans l'année, qui est annuel, et que si jamais ils devaient retourner chez eux, l'employeur payait leur billet d'avion, donc ils étaient contents de ça. Donc, malgré ça, vous savez très bien, ils sont liés à l'employeur. Ils ont revenu beaucoup. Ils ont un revenu très, très faible. Quant à ceux et celles qui avaient un permis ouvert, bien qu'elles avaient un revenu beaucoup plus élevé, le double, pour ceux et celles qui travaillent dans les agences, le double. Elles disaient ne bénéficier de presque pas d'avantages sociaux, notamment pour ceux et celles qui travaillent dans les résidences pour personnes âgées. C'est-à-dire aucun jour, aucun congé, aucun jour férié et aucun congé de maladie payée. La même chose pour les agents qui ont le congé de maladie payée. Donc, finalement, dans les deux cas, on a un permis fermé ou un permis ouvert. Tous avaient partagé le sentiment de peur. À des degrés divers, mais c'était commun à tout le monde. Donc, la peur d'être envoyé dans leur pays pour les permis fermés. La peur d'être envoyé aussi de son emploi pour ceux qui ont un permis ouvert. La peur aussi des représailles. Permis fermé, permis ouvert, même chose. Peur des représailles si on n'accepte pas ce que l'employeur nous demande de faire. Donc, des longues heures de travail jusqu'à 16 heures par jour. Faire des heures supplémentaires, faire des doubles quarts de travail. Remplacer des personnes qui sont absentes. Rentrer seul, alors que la tâche exige d'être 2 ou 3. Être obligé de répondre à toutes les demandes qui sont liées à l'emploi, mais aussi qui ne sont pas liées à l'emploi pour ceux qui ont un permis fermé. Comme accepter de donner une récompense 600 $ à l'employeur parce que finalement, on a eu le loisir, la chance d'être choisi par lui. Être obligé de donner 500 $ pour un loyer. S'il y avait un couple, 500 $, chacun 1 000 $ pour le loyer de l'employeur. Un studio sans pouvoir utiliser pendant l'année, disant que c'était dans le contrat d'emploi, supposément. Et une autre personne aussi, on a vu que toutes ces conditions d'emploi étaient aussi propices à l'abus, comme dans les autres milieux. J'ai en tête une infirmière avec un permis d'études
à qui on avait promis de faire un stage d'infirmière, c'était obligatoire pour elle pour être reconnue comme infirmière ici. Si elle commençait par être préposée bénéficiaire quelque temps, et au bout d'une année, elle s'est rendue compte finalement qu'elle n'aurait jamais fait un stage d'infirmière. Cette personne-là s'est sentie vraiment trahie et elle a carrément quitté le domaine de la santé. Bon, il partage aussi des conditions de travail difficiles, évidemment. Les risques ergonomiques guettent tous les préposés, migrants ou pas. Les préposés doivent s'occuper de tous les patients, peu importe leur condition ou leur corpulence. Les risques aussi biologiques guettent tous les préposés aux bénéficiaires. Les préposés doivent évidemment s'occuper de personnes malades et aussi doivent manipuler des produits biologiques qui sont contaminés. Donc, ça fait tout le monde, mais on a compris que dans certains milieux, par certaines équipes, ça pouvait guetter davantage certains groupes de migrants, d'autres des migrants d'agence, à qui, dans certains milieux, par certaines équipes, on confiait les tâches les plus lourdes, en fait, les tâches les plus difficiles. Mais dans certains autres milieux, c'était le contraire, parce qu'ils étaient nouveaux. On les libérait, on leur donnait des tâches plus légères. Donc, c'était variable. Les préposés aux bénéficiaires, évidemment, les risques psychosociaux guettent tous les préposés aux bénéficiaires. La tâche est extrêmement lourde. On doit s'occuper de patients qui ont parfois des troubles cognitifs, des troubles de comportement. La responsabilité aussi est excessivement lourde parce qu'ils sont responsables non seulement de donner des soins, mais de la sécurité de leurs patients. C'est ça qui est le plus lourd. D'assurer la sécurité de tes patients alors que tu es fatigué, tu es épuisé, que tu rentres au travail seul alors que la tâche exige d'être 2 ou 3. Et je dirais que c'est ça qui est un peu plus lourd, ce sentiment d'avoir peur que le patient se blesse. Le racisme, en fait, bon, écoutez, ça dépendait. Les conditions, les relations avec l'employeur, les pairs et les patients, ça varie vraiment. Autant de très belles expériences, je dirais, et autant aussi des expériences difficiles. Donc, nous avons tous rapporté avoir fait l'objet de racisme par certains collègues, par certains patients. Quand un patient te crache dessus, insulte, il dit qu'il ne veut absolument pas être touché parce que tu as la peau noire, c'est sûr, ça a des effets. Peut-être que ce qui distingue au niveau des risques, des conditions de travail, des migrants temporaires, des autres, de tous les autres, c'est l'absence de l'attitude au travail, l'absence de contrôle sur les conditions de travail, l'absence de l'attitude concrète sur le travail. Alors, tout ça, les conditions migratoires, les conditions d'emploi, les conditions de travail, évidemment, ça va des effets sur la santé. Déjà, une souffrance identitaire, je dirais. Souffrance identitaire, certainement, parce que ils se sentent peut-être différemment des autres, mais non seulement ils se sentent peut-être différemment des autres, mais vous savez, ils sont traités différemment des autres. Ils se sentent abusés. Et le plus délicat, c'est quand on se sent abusé et qu'on a l'impression que l'employeur est quand même dans ce. Alors, mais tout ça, ça a des effets sur la santé physique, évidemment, toutes sortes de problèmes, beaucoup de douleurs musculo-squelettiques, l'épuisement, la fatigue, la santé mentale, l'anxiété, le stress, vous avez déjà relevé tout ça, des symptômes dépressifs, des dépressions. Donc, 4 des personnes qu'on a rencontrées sur les thèses ont eu des diagnostics majeurs d'anxiété et de dépression majeure. Donc, malgré qu'on passe à beaucoup de problèmes de santé, vous l'avez soulevé amplement, ce sont les groupes, font partie des groupes les moins bien, je vais dire ça comme ça, qui font face à de plus grands obstacles dans le réseau de la santé. Donc, vous en avez dit largement, je ne vais pas revenir là-dessus, mais les obstacles sont majeurs, ils sont à la fois géographiques quand on est loin, ils sont économiques, directs ou indirects. Indirects quand on doit se déplacer, vous avez parlé du transport, quand ils se permettent de faire aussi une journée de travail pour pouvoir y aller. Organisationnel, vous en avez parlé largement. Relationnel,
ça, c'est pas juste eux, c'est tous les migrants, en fait. Et puis, juridique, évidemment, selon son statut. Donc, je vais terminer là-dessus en disant que qu'est-ce que peut faire le réseau de manière macro, mais pas micro comme vous êtes carrément dedans. Mais pour les patients qui sont inscrits à la RMQ, je pense que pour le réseau de la santé, c'est de se rappeler, en fait, la responsabilité populationnelle qui a été confiée aussi au Sud depuis plus de 20 ans. Et cette responsabilité populationnelle, ça faisait un tournant majeur. Vous n'êtes pas dans le réseau de la santé, je vous dis quand même que c'est un tournant majeur. Parce que ce que ça dit, cette responsabilité populationnelle, c'est que le réseau, maintenant, est responsable de s'occuper non seulement des patients qui viennent dans le réseau, mais ceux qui ne viennent pas. Les patients qui expriment des besoins, mais ceux qui n'en expriment pas. Et ça nous rappelle que le réseau a la responsabilité de s'adapter pour répondre aux besoins de toute sa population et non pas l'inverse. Les patients qui doivent s'adapter aux contraintes du réseau. C'est aussi mettre de l'avant ce qui est l'équité. Notre réseau est basé sur l'égalité, mais l'équité qui est recherchée maintenant. Notre réseau, c'est clair, là, on vise l'équité en santé depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, l'équité, c'est pas de donner le même service à tout le monde. C'est d'accepter, comme réseau, comme professionnel, de donner plus d'efforts ou d'offrir des modalités différentes en fonction du désavantage social des personnes. Donc, c'est d'accepter de faire ça. Les modalités différentes, c'est possiblement des choses que vous avez aussi nommées ici. Donc, pour surmonter les obstacles, et penser à une proximité. Donc, des interventions de proximité. Des fois, il faut sortir du bureau, effectivement. Il faut sortir du bureau pour rejoindre les gens là où ils sont, là où ils vivent, là où ils travaillent, là où ils se rassemblent. Viser une proximité aussi, vous l'avez soulevé, culturelle. Donc, en ayant des gens, des pairs, des gens, effectivement, qui sont capables de faire de jouer le rôle de traduction, pas juste de traduire, mais de traduction au niveau culturel. Une proximité relationnelle aussi nécessaire dans une société, on parle des migrants, mais aussi de d'autres où la distanciation sociale est plus importante. Mais s'il faut sortir du bureau, c'est nécessaire, mais ça sera pas suffisant. Le plus dur, en fait, ça va être comme réseau de la santé, comme professionnel, de sortir de nos cadres, de nos chaînes habituelles de penser et d'agir, de sortir de nos normes, de nos attendus, de nos prescrits. C'est le plus dur. D'avoir dans nos institutions bureaucratiques des espaces pour pouvoir penser et agir autrement, pour pouvoir innover. L'innovation sociale, vous en avez parlé, mais on sait qu'actuellement, l'innovation sociale, ça passe par le fait de rassembler des gens qui n'ont pas l'habitude de réfléchir ensemble. Donc, minimalement, le réseau de la santé, milieu communautaire, milieu de travail, minimalement, pour pouvoir innover, penser autrement. Sans oublier les travailleurs ou même migrants, leur donner une légitimité de parole, celles qui n'ont pas vraiment actuellement. Mais je termine vraiment là-dessus. Pour les migrants qui ne sont pas inscrits à la RMQ, oui, ça va passer par un plaidoyer. D'entre vous le fait très bien. Donc, un plaidoyer pour une société plus juste, où tous les membres, en fait, de la société où on va pouvoir être clair, finalement, de comment on traite, finalement, les personnes qui vivent dans notre société, peu importe qu'ils aient la citoyenneté ou pas, peu importe qu'ils aient la résidence permanente ou pas. Voilà, Alors, merci beaucoup pour cette intervention et en fait pour toutes ces interventions. On va pouvoir avoir une période d'échange. Je sais qu'on déborde un peu sur l'horaire qui était prévu, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a la salle et qu'on ne va pas se faire mettre dehors tout de suite. Donc, juste pour rebondir aussi sur toutes ces interventions et notamment celles qui ont été faites aussi depuis ce matin et en lien avec la table ronde, je pense que ce qu'on voit se dessiner vraiment, c'est tous ces éléments d'inégalité sociale de santé
et finalement de discrimination systémique aussi à l'égard donc des travailleurs migrants temporaires, peu importe les statuts. Et on voit qu'à travers ces enjeux à la fois d'admissibilité, mais aussi d'accès, puis d'accès effectif, en fait. On peut avoir un accès, mais est-ce que cet accès est réel donc aux soins de santé? Est-ce que ces accès aussi répondent aux besoins exprimés par les personnes? Et tous ces enjeux aussi des retombées finalement de l'accès. Comme vous l'avez dit aussi depuis ce matin, oui, le droit du travail maintenant reconnaît, peu importe le statut des personnes, cette légitimité de l'accès aux soins, mais quelles sont les retombées possibles en termes de droit de l'immigration aussi? Parce que si faire reconnaître en fait son besoin de soins peut entraîner le risque d'être expulsé aussi du pays, dans quelle mesure on va vraiment pouvoir exercer ce droit légitime d'avoir accès aux soins de santé. Donc, je pense que ça nous pose aussi beaucoup de questions dans les interventions qui ont été faites aussi. Je pense qu'on a à reconnaître tous les enjeux de formation, d'information et de formation des intervenants aussi. Donc, pas seulement donc, des personnes concernées par le système de santé, mais aussi de tous les intervenants qui ont à les accompagner. Vous en avez soulevé plusieurs. Donc, je pense que tout ce système-là, vraiment, est on va continuer à travailler dans les projets aussi pour ces plaidoyers. Mais il y a encore manifestement beaucoup à faire encore pour faire reconnaître la légitimité de l'accès aux soins pour ces personnes. Donc, je vais donner la parole soit à des intervenants de la table ronde ou de la salle. Je vois plusieurs mains levées. Je te laisse. Et en premier, je ne sais pas. J'avoue. Je pars pas ton tour demain, je fais une élection dans 700 délégués libéraux demain matin. Je pars pas ton tour. Écoutez, merci beaucoup. Puis je trouve ça génial ce que vous avez dit. Je vais juste rajouter à ce que Panama disait, on a quand même plusieurs dossiers. J'en ai un, je vais le nommer parce qu'il s'appelle Rudy. Il a passé dans le devoir avec Sarah Champagne. Son cas s'est passé, 2 péninsinovites aux mains. Yann Lacroix, qui l'a amené chez un médecin privé. Il s'est fait opérer par ce médecin privé. Jamais on lui a dit que c'était une maladie professionnelle qu'il avait. Et dernièrement, j'ai eu une superbe décision là-dedans. Carrément, le juge du tribunal administratif dit que le médecin là-dedans est en conflit d'intérêt et que l'employeur avait placé dans le cadre d'un conflit d'intérêt. Donc, le travailleur ne savait même pas qu'il avait une maladie professionnelle. Je suis content qu'il vienne me voir parce que l'employeur, compte tenu des deux péninsinovites aux 2 mains, qu'il a été opéré, il n'était plus capable de faire son ancien travail. Donc, il a renouvelé son contrat après 6 ans de travail. Donc, il a laissé ses mains là-dedans. Alors, ça aussi, c'est un sacré problème. Le problème qu'on a vu avec Rudy, c'est que son visa terminait et c'est sûr son contrat de travail terminait. Quels sont ses droits? Il fallait qu'il se fasse opérer pour la 2e main. Donc, fin de contrat, plus de droit à la RMQ, plus rien a fallu, bien sûr, faire une demande spéciale de carte humanitaire. On a obtenu d'ailleurs. Il est encore ici aujourd'hui, puis il est reconnu. Donc, il est payé par la CNSST maintenant. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais c'est un combat de tous les jours parce que, bien sûr, l'employeur fait partie d'une mutuelle de prévention. C'est une judiciarisation. On judiciarise beaucoup de dossiers. J'ai au moins 4 contestations de l'employeur là-dedans où je me retrouve systématiquement devant les tribunaux. Et on est carrément le travailleur. Et heureusement qu'on était là, parce que si on n'était pas là, c'est un éléphant comme une souris. C'est pas compliqué. Le système est tellement codé par employeur au niveau de la CNSST, désolé, mais même au niveau du tribunal, que les travailleurs n'ont pas les moyens de se payer des avocats pour se trouver devant un tribunal. Dernière chose, puis c'est un dernier commentaire. Voulez-vous me dire comment ça se fait que les employeurs se retrouvent dans les bureaux de médecins?
Là-dessus, la loi de santé et des services sociaux, c'est des dossiers confidentiels. C'est un sérieux problème. Ils ne devraient pas se retrouver dans le bureau de médecin, même quand ce n'est pas des cas d'accident de travail. Et quand c'est des cas d'accident de travail, ils sont carrément conflits d'intérêts. Et c'est ce qu'on voit. La plupart des dossiers que moi je plaide devant le tribunal administratif, c'est des cas d'accident de travail qui n'ont pas été déclarés. Et malheureusement, on ne l'a jamais déclaré. Donc, on se retrouve devant, on fait sortir les dossiers médicaux et on se rend compte que l'employeur a dit n'importe quoi. Bon, même jusqu'à dire, c'est pas, même dans le dossier médical, c'est pas un accident de travail. Donc, le médecin dit que c'est pas un accident de travail. Bon, c'est quand même assez spécial. Il faut comprendre aussi le parcours obligatoire, permis fermé. Le travailleur ne dira pas un mot. Parce que si moi, vraiment, il devrait dire un mot, mais regarde, là, ton billet d'avion, tu s'en fous. C'est ça, la situation des travailleurs. Alors, il faudrait interdire aux employeurs d'aller dans les bureaux de médecins et que ce soit plus des interprètes aussi, que le travailleur soit bien représenté et qu'il y ait un bon interprète pour expliquer sa situation médicale. Sinon, on ne passera pas à travers. Merci beaucoup à tout le monde et je quitte. Donc, Eugénie de Bertoldi, professeure pour les droits des travailleuses de l'aide et des femmes. Je vais en fait un essai tellement intéressant et choc pour témoignage à tous. J'avais deux commentaires que je vais faire avec vous. Moi, je dirais ici avec 5 partenaires dans une étude qui et c'est au niveau des droits fondamentaux, mais les droits fondamentaux, ce qui est au niveau de la Charte canadienne, c'est le droit à la sécurité psychologique et à la sécurité physique. Donc, c'est pas le droit à la sécurité, c'est un autre vocabulaire, mais c'est quand même ça qu'on est allé faire donc 20 entrevues auprès de personnes sous permis fermé, puis là, on commence nos 20 entrevues sous permis ouvert. Nous, c'est uniquement des pédiatristes. Donc, c'est un autre type, c'est pas des commandeurs d'asile, donc en termes de permis ouvert, j'imagine qu'on va avoir d'autres types d'éléments de comparaison et d'analyse. Mais c'est sûr que pour nous, un des gros morceaux, c'est comment ils ont exercé leur droit à la physique et psychologique au Québec. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puis on va pouvoir, entre autres, aussi le comparer avec vos résultats. Deuxième commentaire rapide que je vais faire, c'est on a parlé de beaucoup de barrières à l'accès à la santé pour les travailleurs sous permis temporaire. Mentionné plusieurs fois, le permis fermé est un des trucs qui s'ajoute. Comme vous le savez, plusieurs, peut-être d'entre vous qui étaient là à une des dernières rencontres qu'on a organisées à Parta, j'avais présenté donc nous finalement, puis là je suis un peu contente parce qu'enfin ça développe. Là. On est bientôt, donc, sur le point de déposer dans le cours supérieur le recours contre le permis fermé. C'est sûr qu'un des gros arguments qu'on a, c'est en vertu de la Charte canadienne qui est effectivement la restriction étatique du droit à la mobilité physique et psychologique. Je le dis encore, là, plus que la dernière fois, c'est-à-dire que je vais faire à un moment donné une espèce d'annonce de qui veut venir témoigner en cours. Parce que c'est sûr qu'on va avoir besoin autant d'experts que de travailleurs communautaires et praticiens à Philadelphie. On va avoir besoin d'explications sur en quoi a un impact sur le corps humain d'avoir un permis fermé. Puis plusieurs des éléments, entre autres, de la présentation aujourd'hui faisaient référence à cet aspect. Donc, je vais juste relancer de préparer psychologiquement à avoir une demande officielle. Donc, j'espère que c'est long. Est-ce que il y avait quelqu'un derrière? Non, mais moi, une question qui s'adresse au panel. C'est un travailleur vulnérable. Avez-vous vraiment une vraie définition de travailleur vulnérable? S'il vous plaît. C'est merveilleux. Écoutez, dans le réseau de la santé, on utilise beaucoup le terme vulnérable. Je pense qu'il n'est pas entendu de la même façon, il n'y a pas de définition claire. Mais souvent, la vulnérabilité appelle à une vulnérabilité qui est biologique. Donc, les personnes âgées, les enfants, les personnes enceintes sont des personnes vulnérables.
Moi, dans mon domaine, je parle pas de personnes vulnérables, je parle de personnes marginalisées. Parce qu'elles vivent des processus d'exclusion sociale dans des préjugés, de la discrimination. Donc, nous, dans notre domaine, en équité en santé publique, et je suis, donc, on préfère parler de personnes soit en situation d'exclusion sociale ou marginalisée. Parce qu'on a toujours en tête le fait que leur état de santé résulte de rapports de pouvoir. Pas un état de fait, c'est pas un état de la nature. Ça résulte de rapports de pouvoir. Je pense qu'on n'a pas arrêté d'en parler ce matin. Donc, c'est au cœur du fait, c'est sûr que nous, on a un angle d'analyse de fait pourquoi ces gens-là ont plus de problèmes de santé que d'autres. Ben, l'explication, le cœur de ça, c'est l'exclusion sociale qui prend différentes formes. Donc, moi, je n'utilise pas le terme vulnérable pour ces personnes-là. Mais dans le réseau de la santé, on l'utilise. Oui, parce qu'on dit que quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer, qui a des problèmes de santé, ne peut pas s'exprimer, si tu es interprète ou si tu l'aides, ce n'est pas une personne vulnérable parce qu'elle n'est pas en situation précaire. Mais moi, je trouve que c'est une situation précaire quand même. C'est pour ça que nos bailleurs de fonds nous disent qu'un immigrant qui veut avoir accès à la santé, on doit lui donner des informations, mais pour l'accompagner puis l'aider, non, il n'est pas vulnérable. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. OK, là, je comprends aussi ce que vous voulez dire. On va plutôt parler peut-être de personnes en situation de précarité. Vous savez pourquoi on n'utilise pas le mot vulnérable à part les personnes qui n'ont pas des problèmes de santé qui les rendent vulnérables à d'autres choses? Okay? Soit en raison de l'âge ou de la grossesse, par exemple. C'est parce que les personnes dont on parle, comme les personnes en situation de pauvreté ou les gens, dans le fond, le terme vulnérable est empreint quand même d'une certaine représentation des personnes comme des personnes faibles, des personnes qui ne sont pas capables de ci, de ça, et que dans les faits, ce sont des personnes qui sont extrêmement résilientes, toutes sortes de moyens pour vivre dans les conditions dans lesquelles elles vivent. Voilà, je ne sais pas si je répondais avec une partie, un angle, je ne sais pas si c'est d'autres. Oui, c'est parce qu'au niveau de l'immigration, une personne vulnérable, puis au niveau du CIUS, au niveau de la santé, ce n'est pas la même chose. La définition de vulnérabilité ailleurs que le réseau, ça, je ne sais pas. On se bat des deux côtés, de faire admettre une situation d'une personne vulnérable, puis de l'autre côté, elle n'est pas reconnue vulnérable. Où constitue là-dedans? Si ça vous convient, je vais donner la parole à Céline et Gabriel, puis je crois qu'ils sont les deux. Puis on a une petite intervention aussi. Ouais, Est-ce que c'est quelque chose sur les questions? non, après. Ouais. Merci, bonjour. Je m'appelle Céline, j'ai été dans la discussion aussi à l'accueil. Après, ça va, monsieur Canquet, je suis heureuse parce que je travaille aussi comme interprète. En fait, par rapport aux personnes qui ne sont pas admises à la rentrée, j'ai vécu plusieurs expériences d'accompagnariat, d'accompagner surtout des femmes pour des suivis de grossesse. La dernière fois, donc très brièvement, j'ai accompagné un couple qui elle était conjointe d'un étudiant, donc elle avait une assurance privée et aucun frais était couvert de suivi de grossesse. Aucun frais était, j'essaie de parler trop vite, aucun frais était couvert par son assurance. Et là, ça a commencé par, parce que nous, les interprètes, on reçoit toujours un message. Vous, est-ce que vous êtes disponible pour faire rendez-vous? Voici les informations, tout votre conseil, etc. Donc, déjà, ça, c'est écrit, apporter $140 cash, la carte pour les photographies, apporter telle autre somme cash au niveau, on acceptera les cartes. Donc, pour moi, déjà, appeler la dame, bonjour, je m'appelle telle, je vais venir avec vous à ce rendez-vous. En tout cas, comme expérience humaine, c'était très, très difficile parce que ces personnes, ces couples étaient avertis. Mais par contre, ils n'étaient pas avertis que pour déjà l'admission, alors que c'est un rendez-vous pour faire des études échographiques et un autre rendez-vous médical. Donc, il y a eu comme plusieurs fois où, dans la matinée, ils ont été amenés à payer du cash, comme ça, qu'il y avait la honte, il y avait le gêne, en tout cas, je pense qu'on a.
réussi à en finir avec $1000 ce matin, ça va, quand est-ce que ça va s'arrêter? Il y a de la confusion aussi, parce qu'en fait, après, je racontais, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais moi, c'est la première fois que je l'ai vu, pourquoi je travaille en tant qu'étudiante sur ces questions-là. Il y a la confusion aussi, parce qu'une fois qu'elle a fait l'échographie, elle est allée dans la salle pour rencontrer le médecin qui lui a donné le résultat de l'échographie, ça va bien et tout, et c'est l'argent, donc la patiente a donné l'argent au médecin. Ça crée une grosse confusion parce qu'après ça, elle a rencontré une généticienne, je pense que c'est comme ça qu'on dit, enfin, spécialiste en génétique, qui lui a demandé alors les résultats de l'échographie, est-ce que vous avez vu le médecin? La patiente a fait non, alors que je savais qu'elle avait vu le médecin. Et du fait qu'elle a donné de l'argent cash dans les mains du médecin, pour elle, c'était pas un médecin. La question que je me pose, c'est que il y a eu, ça s'est passé comme ça. Par contre, pour la consultation en génétique, là, la professionnelle a dit, pour ça, vous n'avez pas besoin de payer. On s'est arrangé avec, je crois qu'elle avait dit, je sais plus, le chef de clinique ou. Et en fait, je me suis vraiment posé la question dans le réseau de la santé, comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que vous avez la réponse ou pas? Je veux dire, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre? Est-ce que c'est là le professionnel qui décide que pour telle affaire, vous allez payer pour telle affaire? Enfin, ouais, c'était vraiment une situation pour moi particulière, puis je me suis dit que j'étais représentant là, de les autres poser la question. Merci. Je vais prendre votre question. Est-ce que ça vous envie si on prend la question de Gabriel, comme ça je redonne le. Aucun problème. Est-ce que vous m'entendez comme il faut quand je parle comme ça? Oui? Peut-être que je pourrais répondre tout de suite comme ça. À la pièce, j'ai vu le médecin qui a accepté de faire un accouchement pro bono et j'ai vu celui qui a demandé au patient, alors que la dame enceinte criait au mari d'aller payer à l'accueil avant. Donc, j'ai entendu des histoires qui vont dans tous les sens et c'est important de retenir que la plupart du temps, les situations qui arrivaient à mon niveau, moi, c'est les situations qui ne fonctionnaient pas. Donc, il y a eu un moment où je me disais, mon Dieu, il n'y a rien qui marche. Mais il y en a des situations qui fonctionnent bien, puis j'en ai vu des belles histoires de succès. Donc, précisément par rapport à votre situation, le médecin, le professionnel, l'établissement, ce sont 3 niveaux différents. Les établissements santé et services sociaux ont l'obligation, via la loi santé et services sociaux, de réclamer tout montant qui leur sont dus. Et toute personne qui est résident non canadien doit être facturée 3 fois le montant pour un résident québécois d'avance. OK? Ça, ce sont des règles ministérielles, provinciales qui sont écrites dans la loi. Le médecin il a le choix d'accepter d'être pro bono ou non. Comme je vous dis, j'en ai vu. Mais pour un exemple d'un accouchement, par exemple, là, le médecin accoucheur est un travailleur autonome, l'anesthésiste est un travailleur autonome, les frais d'hospitalisation sont à l'établissement et le professionnel, lui, est responsable d'appliquer une trajectoire de facturation. Des fois, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Donc, c'est très variable. Par rapport à ce que vous avez amené au niveau de l'interprétariat et, monsieur, ce que vous avez mentionné par rapport à l'accompagnement, les interprètes en santé et services sociaux, normalement, quand on regarde le descriptif, on n'est pas dans du rôle de représentation et de défense de droit, on est davantage dans de l'accompagnement au niveau de la traduction et de la médiation culturelle. Ce que vous avez observé, là, il y a tout l'aspect aussi où la défense de droit n'est pas toujours faite et c'est là où on a beaucoup d'interprètes qui se retrouvent dans des situations extrêmement malaisantes. Puis le contexte, là, c'est une minorité de gens qui vont payer directement, mais ça arrive de payer un médecin. Et cette lecture-là, au niveau des contextes culturels, des expériences médicales, elle est très différente. Puis, si je vous pose la question, vous allez à votre clinique médicale, puis vous voyez quelqu'un qui paye directement en argent cash, la plupart des gens vont faire « Mon Dieu, c'est la première fois ou c'est la deuxième fois que je vois ça » parce que ce n'est pas routinier. Mais les facturations, là, il y a autant de processus de facturation qu'il y a de statut migratoire. Puis, quand on disait tantôt, j'ai entendu des gens qui ont mentionné par rapport aux barrières d'accès, le personnel qui a besoin de formation, c'est tout vrai ce qui a été dit. C'est tout vrai. Et dites-vous une chose, c'est que les agents administratifs qui sont à l'accueil d'une urgence, qui sont là depuis 3 semaines, qui ont eu peut-être la formation très rapidement en 5 jours, bien le 3 % qui concerne la formation sur les spécifiques du spécifique, ça se peut que ça ait été dit rapidement dans le processus d'accueil. C'est pour ça qu'on vise à avoir des documents qui vont venir soutenir. Capitale nationale, là, il y a un seul document d'outil de facturation dans l'ensemble de la province. C'est nous autres qui l'a produit.
Pas parce qu'on veut être meilleur ou tout ça, parce qu'on s'est dit on n'a pas le choix, il y a tellement de besoins, puis on ne le sait tellement pas, on a besoin d'amener ces réponses-là. Mais ces situations-là que vous avez vécues, je vous encourage à poursuivre votre travail d'interprétariat parce que ces situations-là, elles sont fréquentes et il y en a plusieurs qui vont bien, mais on entend souvent parler de celles qui ne vont pas bien. Et c'est là où il faut être capable de faire un équilibre entre les deux aussi. Mais ça varie tellement en fonction des paramètres que j'ai nommés, que ce soit les règles d'établissement, les médecins et tout ça. Puis vous allez les voir, il y a des cliniques privées qui font les suivis de grossesse, qui acceptent des faire avec une certaine partie qui vont dire, ben ça, je vous le charge, mais ça, je ne vous le chargerai pas. Ça, on va aller là. Mais si je vous envoie pour des prélèvements sanguins dans le réseau, dans l'établissement, ça, il faut que vous le payiez. Fait que on va vous les faire ici. On va regarder. Ça dépend des cliniques, ça dépend des endroits. Mais je vous dirais que vous parlez de 1 000 $, là. J'ai vu du 70 000 $ à quelqu'un qui allait dans une banque alimentaire en raison d'une non-couverture. Exactement une situation conjointe d'étudiants étrangers non couverte par l'assurance. Et après ça, on entend quoi? On entend, les gens savaient qu'il fallait qu'ils soient couverts. Ben, responsabilité populationnelle versus accompagnement, on est ailleurs. J'aimerais donner une plus belle réponse que ça. Peut-être à venir dans le futur. Mais dans le futur, puis tantôt, monsieur, avant de quitter, a posé la question, pourquoi est-ce que les employeurs sont là? Je vais juste profiter du fait d'avoir la parole pour répondre rapidement, là. Il y a 20 ans, là, si vous étiez un père qui arrivait avec son enfant dans une urgence avec le bras cassé, là, on vous demandait à vous ce qui s'était passé avec l'enfant sans même se questionner si vous pouviez être à l'origine de. Vous voyez un réflexe de protection de l'enfance, là. Maintenant, parce que j'ai des enfants qui bougent et qui se sont cassés les bras, lorsque moi, je me présente à l'urgence, ça n'arrive pas tous les jours, je vous rassure, mais quand c'est arrivé, ils m'ont posé des questions en me filtrant, comme si j'avais été impliqué, possiblement. Y a-t-il quelqu'un qui a été témoin de l'événement et tout ça? Parce que ça fait partie des mécanismes de protection de l'enfance qui se sont implantés. Et je suis très content, pour avoir déjà travaillé en protection de la jeunesse, je suis très content de voir ça maintenant. Mais c'est donc de se dire, il faut continuer à faire avancer le travail, à faire avancer tous ces éléments-là, à faire les plaidoyers pour justement aller plus loin pour s'assurer de la défense des droits de ceux qui n'ont pas la voix pour. Je réagis à plusieurs choses et je pose des questions en même temps. Première, je voulais justement commenter sur la question que posait Michel sur la présence des médecins, des employeurs avec les travailleurs qui ne vont pas chez le médecin. Moi, j'ai un questionnement par rapport le rôle de différentes institutions publiques ou sociales. Je pense notamment au collège des médecins. Leur rôle à accompagner leurs membres pour s'assurer qu'ils ne se mettent pas dans le terrain avec des fautes professionnelles, de sensibiliser leurs membres de ne pas faire ça, de rencontrer l'employeur avec le travailleur quand il s'agit d'un accident de travail. Et aussi leur rôle de protection publique. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas que l'employeur ne s'immisce pas dans le travail du médecin à ce moment-là. Il me semble qu'il y a un rôle qui devrait être joué. On ne voit pas le Collège des médecins participer à ces discussions-là. L'autre question que j'ai, c'est notamment par rapport à la surfacturation pour les personnes qui ne sont pas couvertes par la RAMQ. Il semblerait que la RAMQ pourrait, ou le Collège des médecins, ou nos institutions publiques pourraient limiter la capacité des médecins à choisir un tarif purement arbitraire qui peut dépasser de loin les tarifs standards, juste en raison du statut migratoire de la personne. Sinon, un autre enjeu qu'on a vu beaucoup au bureau de députés, c'est le PFSI. En principe, les établissements publics de la santé appliquent la couverture du PFSI. Mais comme vous l'avez dit, les agents administratifs à la comptabilité, parfois, n'ont aucune idée comment procéder et ne font même pas la vérification à savoir si le traitement en question va être couvert par le PFSI. Il exige un paiement immédiat avant d'avoir accès aux soins de santé, alors que la personne a une couverture, ça ne devrait pas être un obstacle, ça en devient un. Pour la question des travailleurs vulnérables, effectivement, la définition en immigration fédérale, c'est pas un travailleur vulnérable, beaucoup de rapport avec la question de la violence, du rapport de force, de la discrimination, du harcèlement
en milieu de travail et très peu rapport avec la vulnérabilité à des unités de santé. Donc, c'est vraiment des définitions réalisées complètement différentes. Mais les professionnels de la santé peuvent avoir un rôle à jouer pour établir la vulnérabilité du travailleur au point de vue de l'immigration, notamment quand il y a des accidents de travail, mais aussi quand il y a du harcèlement, de la détresse psychologique. Ça va de la fin, juste, il y aura la presse de l'industrie, mais est-ce qu'il y en a un ou une d'entre vous qui a rencontré de réagir à ce commentateur? Excusez, quand j'ai un micro, j'aime ça. Par rapport aux commentaires sur le comportement arbitraire des médecins, tout ça, c'est plus les institutions et les établissements de santé que les médecins à ce niveau-là. Au niveau du Collège des médecins, je ne peux pas vraiment répondre parce que je ne suis pas au courant, mais je pense peut-être qu'on pourra peut-être ajouter quelque chose au besoin. Mais c'est important de voir comment l'enjeu réside dans la méconnaissance de tous ces éléments-là. Le médecin, le professionnel de la santé qui n'utilise pas d'interprète, il est aussi mal à l'aise dans l'intervention que l'usager qu'il y a devant lui. Et il ne donnera pas une prestation de service de qualité, sécuritaire, comme il le souhaiterait. Donc là, c'est une question de contexte, d'avoir accès à l'interprète ou non, de savoir, d'être formé sur comment bien utiliser un interprète ou non, pour éviter justement qu'il y ait une détérioration de l'état de santé, pour qu'on soit capable d'adresser l'ensemble des choses. On n'a pas nommé le mot consentement libre et éclairé aujourd'hui, mais ça, c'est un autre méchant élément là, au niveau du contexte culturel. Est-ce que vous consentez, oui ou non? Qu'est-ce que ça implique, le consentement? C'est un concept qui est très occidental, ça aussi. Alors, il y a beaucoup d'éléments, mais le point que je veux ramener, c'est la question de la méconnaissance, puis comment savoir comment on peut travailler ensemble à s'éduquer, on va dire comme ça, pour améliorer la situation. Je vais faire ça vite. Mais je veux juste revenir sur les résidences de personnes aînées dont vous avez parlé tout à l'heure. Je veux comme finir sur une note positive en même temps. Dans notre réseau, on a quand même plusieurs RPA sur le territoire, puis justement, à la rencontre avec les chefs d'équipe au CLSC, ça a été une discussion majeure de dire comment on peut travailler, parce qu'ils ont justement des proposés bénéficiaires issus de l'immigration, ils ont des défis entre collègues, entre l'employeur, l'employé et aussi avec les résidents des résidences. Et on a fait ce qu'on fait, on a fait un plan de match. C'est-à-dire qu'on va travailler à tous les niveaux. On va faire de la sensibilisation auprès des résidents sur justement la diversité culturelle. On veut travailler à former les employeurs sur la diversité culturelle et de voir comment interagir au niveau de la communication interculturelle entre collègues. Donc, on est vraiment en train de regarder une stratégie globale pour réagir à tous les niveaux. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas, mais je pense que c'est des petites victoires comme celle-là, des petites stratégies comme celle-là qui vont pouvoir faire une différence. Là, on le fait dans les RPA, mais on peut le faire ailleurs également. Fait que, c'est un exemple que je voulais quand même vous ramener en disant, moi, j'ai encore espoir. J'ai encore espoir qu'on est capable de faire des différences à tous les niveaux. Puis, c'est concret. Alors, merci beaucoup, Judith. Et pour terminer, donc, je donnerai la parole à Adèle Bernier pour le mot de la fin. Après, une demande d'applaudissement, je pense, pour tous nos points de vote. Merci beaucoup, ça va être vraiment très bref. C'est un merci du fond du cœur à tous nos participants et nos intervenants aujourd'hui. Ça montre à quel point les enjeux de santé des migrants temporaires sont importants et ils sont vraiment mis en avant dans le contexte. C'est de plus en plus l'idée au niveau du Québec et du Canada et ailleurs dans le monde. Je vais juste, pour finir, dire que la conversation continue. Donc, le 2 mai, nous allons avoir un autre événement en partenariat avec l'EDIC. Au Seno, justement, qui a fait la parole tout à l'heure, présenter un rapport sur ce que les intervenants des organismes communautaires disent sur les migrants temporaires. Donc, le midi d'été, le 2 mai à 11h30, ici, dans ce bâtiment à 2376 et par Zoom. Les conférences de ce matin seront en ligne sur le site de la chaire Dynamique migratoire mondiale bientôt. Donc, c'est dynamique-migratoire.chaire.ilaval.ca.
et celles de l'année dernière, donc de Eugénie et de Michel qui étaient là, Eugénie Devac-Pelletier et Michel Pilon, sont en ligne et sous-titrées. Vous pouvez les trouver aussi sur le site de la chaire. Et puis, on espère bien sûr avoir une autre activité dans 6 mois sur le secteur manufacturier et on l'espère 6 mois plus tard sur le secteur des services. Merci beaucoup et la conversation continue.